Donc bonsoir à tous, on va passer à la partie chirurgicale. Donc c'est assez long, donc je vais passer soit rapidement, soit ne pas commenter certaines diapositives, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites. Donc c'est basé principalement sur les dernières recommandations européennes. Et ce qu'il faut retenir de ces recommandations, c'est ça, c'est qu'il y a quand même pas mal de manque d'évidence en termes statistiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recommandations qui sont issues en fait, de recommandations d'experts, mais pas forcément basées sur des études à bon niveau statistique. Donc tout d'abord, l'introduction à la classification, ça a déjà été fait, donc on va passer. Principalement, ce qui intéresse le chirurgien, c'est les types A de Stanford. Hein, donc pour simplifier, A ou B. Le type A, c'est une dissection qui prend la aorte ascendante, parce que c'est là où il y a le risque de rupture, et donc je dirais la menace la plus immédiate. Donc la classification, on en a déjà parlé précédemment, ça aussi ça a été vu, la mortalité, ça a été vu. Donc qu'est-ce qui amène à la mort? Bon, on en a déjà parlé pas mal. C'est la rupture, elle peut être intrapéricardique ou médiastinale, voire pleurale. Dans le cas de l'aorte ascendante, c'est évidemment plutôt intrapéricardique dans 70% des cas. Concernant l'arche, c'est un petit peu des deux, mais principalement péricardique. Et pour l'aorte descendante, évidemment, c'est principalement dans la plèvre gauche. On peut aussi mourir d'insuffisance aortique, puisque la dissection en général décroche une décommissure, on dira, et donc ça crée un prolapsus d'un feuillet qui entraîne une insuffisance aortique sévère. Et ensuite, on peut mourir de la malperfusion. Donc, les différents scénarios cliniques, vous les avez vus. C'est l'ischémie rénale, l'ischémie des membres, qu'elle soit supérieure ou inférieure, voire un syndrome de Leriche, c'est-à-dire une atteinte bilatérale des jambes. L'accident vasculaire cérébral, la paraplégie, alors qu'elle soit neurologique, c'est assez rare, hein, je dirais que c'est un des scénarios les plus rares, ou que ce soit un syndrome de Leriche. Parfois, la distinction est difficile. Il y a aussi l'infarctus du myocarde avec l'insuffisance cardiaque et l'ischémie mésentérique, qui n'est pas forcément la plus fréquente, mais probablement sous-estimée. Donc, les recommandations, rapidement un mot, quand c'est une classe 1, on va dire que c'est une recommandation de haut niveau. Quand vous voyez que c'est C, ça veut dire que c'est une recommandation d'expert, parce qu'ici, il n'y a pas de référence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études d'assez bon niveau statistique pour pouvoir se référencer à ces études. Donc on va dire que c'est une espèce de faisceau de présomption ou de bon sens selon les experts. Donc, pour ces recommandations, on le sait, c'est une intervention urgente, voire extrêmement urgente, c'est-à-dire à l'arrivée du patient. La mortalité n'a pas beaucoup évolué ces dernières années malgré la prise en charge hybride. On est toujours quasiment à 25% de mortalité suite à une intervention et près de 20% de complications neurologiques. Donc on va dire que c'est une maladie extrêmement grave. Principalement ici, on parle des types A. Hein. Les facteurs prédictifs de mauvaise évolution, c'est le coma, le choc, la malperfusion et l'accident vasculaire cérébral. Le but de la chirurgie, c'est d'enlever la porte d'entrée et si possible, de corriger le faux chenal, alors que si on voit une porte de réentrée, d'essayer de traiter aussi la porte de réentrée. Donc dans la recommandation, il parle de fermer le faux chenal proximalement, mais aussi potentiellement en distalité, ce qui est rarement le cas en fait. On doit enlever tous les tissus anévrismaux et reconstruire l'aorte. Et on essaie toujours de décomprimer, on dira, le faux chenal, notamment au niveau de la racine pour pouvoir faire une plastie de resuspension de la valve aortique. Ensuite, si nécessaire, on peut faire effectivement un remplacement de la valve aortique ou une réparation de cette valve. Donc, concernant la technique chirurgicale, dans les recommandations, il est conseillé de faire une anastomose ouverte distale, c'est-à-dire d'éviter de clamper l'aorte. Ensuite, pour les patients présentant a priori une maladie de tissu élastique, c'est-à-dire si vous avez un patient qui est de profil Marfan ou avec une valve bicuspide, il est conseillé de traiter la racine, donc d'enlever les tissus de la racine. Ensuite, par remplacement de la valve ou conservation de la valve par les techniques de réparation.
Ce qu'il est conseillé de faire aussi comme perfusion péropératoire, c'est-à-dire au niveau de la circulation extracorporelle, pour la protection cérébrale principalement, c'est une perfusion sélective cérébrale pendant l'intervention, notamment pendant l'arrêt circulatoire qui est nécessaire pour faire l'anastomose distale. Et l'artère de préférence, toujours selon les experts, ça reste l'artère axillaire, puisqu'elle permet d'avoir une perfusion systémique, mais aussi une perfusion cérébrale. Donc les débats actuellement sur l'étendue, on dira, de la résection des tissus aortiques à effectuer, le débat est toujours en cours. Donc les ports d'entrée, on en a déjà parlé tout à l'heure. Ce qui concerne le chirurgien, globalement, il y a la racine, la partie ascendante de l'aorte, l'arche et l'aorte descendante. Parce que chacune va entraîner des techniques chirurgicales et des techniques de protection d'organes différentes. Donc l'arsenal que l'on a à notre disposition, il y a quand même beaucoup de techniques. Donc, ça va du remplacement simple de l'aorte ascendante au traitement de l'arche complet, en passant par différentes techniques de rebranching, voire dernièrement par des techniques dites de Frozen Elephant Trunk, c'est-à-dire qu'on remplace l'arche et on a une prothèse qui est déjà en fait équipée d'une endoprothèse. Et on lâche ça en péropératoire, dans le même temps opératoire, ce qui permet de faire en une seule étape un traitement complet de l'aorte. Et à la fin, je vous montrerai donc des cas, principalement faits ici à l'Institut, de cas un petit peu difficiles qui méritent d'être discutés. Donc concernant l'arche, traiter uniquement l'aorte ascendante, c'est le plus simple, par une technique de remplacement de l'aorte ascendante ou de l'hémi-arche. Mais on laisse une grande part de tissu, soit anévrismaux, soit malade. L'arche complet, ou le Frozen Elephant Trunk dont on a parlé, ce sont des techniques plus compliquées, avec une opération plus longue, qui peuvent entraîner potentiellement plus de complications neurologiques. Mais par contre, dans l'avenir, ça a tendance à être démontré qu'elles vont entraîner beaucoup moins de reprises opératoires sur le long terme. Donc de nos jours, ce qu'il faut savoir, que la plupart des chirurgies de l'arche sont des gens qui ont déjà été opérés en fait, en aigu d'une dissection aortique, avec une évolution anévrismale secondaire. Concernant la racine, le débat est là aussi en cours. Certains changent la racine systématiquement, comme d'autres changent l'arche systématiquement. Ceci dit, ce que l'on peut retenir, c'est que sur une racine aortique non dilatée, sans trait de dissection, on peut, je pense décemment, envisager une conservation de cette racine. Sinon, on peut envisager soit un cas de conservation de la valve, c'est-à-dire on change les tissus de la racine, mais on fait une réimplantation de la valve. C'est une chirurgie qui est plus longue et difficile. Soit on change la valve par un tube valvé, ce qui est on va dire, le plus logique dans l'extrême urgence. Donc, on va passer aux techniques chirurgicales. Tout d'abord, la protection cérébrale. On va passer assez rapidement, mais on va voir les points essentiels. Il faut utiliser, on l'a dit, une perfusion cérébrale continue. On peut utiliser des méthodes en fait, de contrôle, on dira, de cette perfusion, avec notamment ce qu'on appelle l'INVOS, donc une oxymétrie cérébrale. Il faut savoir que la protection cérébrale, même dans les arrêts circulatoires, c'est-à-dire qu'on arrête complètement la circulation du sang, si on refroidit à 26-28 degrés avec une perfusion cérébrale au niveau d'une ou des deux carotides, on a une protection cérébrale qui a été démontrée satisfaisante, même sur des arrêts circulatoires longs de plus de 60 minutes. Donc actuellement, il y aurait une tendance à dire que, enfin du moins selon les experts toujours, qu'une hypothermie modérée peut être effectuée plutôt qu'une hypothermie profonde. En pratique, il faut utiliser, surtout pour le chirurgien et l'équipe d'anesthésie, la technique avec laquelle on est le plus à l'aise. Voilà. Il n'y a pas réellement dans la littérature de nos jours de différences qui nous permettent de dire non, il ne faut pas faire ça ou il faut plutôt faire ça. Mais voilà, c'est une tendance. Donc ça, on va passer rapidement. Ça reprend, perfusion par l'artère axillaire, voire une autre canule de perfusion dans la carotide droite, ce qui permet de perfuser à coup sûr les deux hémisphères. On essaie de faire une technique no touch sur l'aorte, donc pas de clampage et anastomose ouverte. Il faut perfuser la tête à un débit de 10 cc km/min. Alors on rentre un peu dans les détails, mais pour nous, lors de l'intervention, ce sont des critères majeurs.
On va passer rapidement. Ça, c'est un oxymètre cérébral, ce qui nous permet de contrôler au niveau des deux hémisphères une éventuelle bonne circulation. La procédure en elle-même, celles qui sont donc les plus pratiquées, c'est l'aorte ascendante seule ou l'hémiarche. Donc la plupart du temps, des portes d'entrée qui sont dans l'aorte ascendante. Mais ça peut aussi être fait pour des portes d'entrée qui sont plus loin. On va dire que tout dépend aussi de l'état clinique dans lequel arrive le patient. Un patient qui arrive en choc, on va tendance à avoir à faire la technique la plus simple, avec un clampage de l'aorte si nécessaire, le but étant de traiter principalement la rupture à ce moment-là. Donc voilà, ça reprend l'open distal anastomotic technique, c'est-à-dire quand on fait ce type de technique sur l'hémiarche, vous voyez, on ne remplace pas toute l'arche, mais la petite courbure de l'arche, ça se fait effectivement donc sans clampage, en arrêt circulatoire avec une perfusion cérébrale. L'aorte ascendante, c'est un tube qui est un peu plus court au niveau de l'aorte ascendante. On peut aussi faire, si nécessaire, et parce que si on estime que les sinus sont de bonne qualité, ce qu'on appelle une procédure de Witt, c'est-à-dire une aorte ascendante plus une valve. Alors, concernant la racine aortique, c'est la classique procédure de Bentall qui existe depuis les années 60, qui a montré toute son efficacité sur le long terme. Donc on a déjà un tube valvé qu'on va insérer au niveau de l'anneau aortique et ensuite on fait une réimplantation des artères coronaires ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les patients avec une maladie du tissu élastique sévère, on ne parle même pas de la bicuspide, là c'est principalement 3 maladies, c'est les leurs dans l'os de type 4, c'est très rare, la maladie de Marfan qui est plus fréquente, et le Loss Disc syndrome. Dans ces cas-là, si on suspecte une de ces 3 maladies, en général c'est plutôt un Marfan, il faut changer les sinus de principe. Bon, la procédure de Cabrol, on passe rapidement, c'est en cas d'anévrisme, on dira gigantesque, ou en cas de chirurgie rédux. Au lieu de réimplanter chaque osseum coronaire, on fait une espèce de moustache ici, et ensuite on fait un pontage au niveau des deux ostias. La technique qui vient d'apparaître dans les recommandations, c'est la conservation valvulaire qui peut aussi être effectuée donc en urgence. Il y a le remodeling et le David. Bon, c'est 2 techniques différentes, on ne va pas rentrer dans les détails. Celle qu'on utilise ici, nous, c'est plutôt une technique qui a été développée par Emmanuel Lansac, qui correspond en fait à un ajout des 2 techniques en essayant de prendre les qualités des 2 techniques. Donc on fait un remodeling de la racine, c'est-à-dire vous voyez, on réimplante ici les commissures, on réimplante le bouton coronaire et on mettra un anneau extra-aortique afin de fixer l'anneau basal dans le but d'éviter les dilatations secondaires. Donc ça correspond à ça une fois que l'intervention est terminée. Donc si vous n'avez pas l'habitude, ça c'est un ostia coronaire qui a été réimplanté. Hein. Les chirurgies de l'arche maintenant, donc pour des ports d'entrée principalement dans l'arche, ou si on a un anévrisme à traiter dans l'arche, il y a 3 techniques principales. Plus anciennement, c'est la technique, on va dire, où on fait un petit îlot, hein, technique de l'îlot, on réimplante les troncs supraortiques dans la prothèse. Ensuite, beaucoup ont préféré cette technique-là, mais vous voyez qu'à l'époque, il fallait faire quand même beaucoup de sutures, et actuellement, on a des prothèses avec les 3 branches, donc c'est ce qui est utilisé le plus souvent. Si effectivement la porte d'entrée passe au niveau de l'arche à travers des troncs supraortiques ou que ces troncs supraortiques sont disséqués avec un faux chenal menaçant et compressif, il est plutôt indiqué de faire cette technique-là. Et en plus, pour le contrôle de l'hémostase, c'est souvent plus simple. Donc ça c'est un cas de 2013 opéré à l'Institut. On avait un anévrisme de l'arche et en fait qui était en rupture. Hein, donc il a pu bénéficier effectivement d'un remplacement complet de l'arche. Il avait un petit AVC préopératoire, enfin en fait qui avait bien récupéré. Là c'était une menace de rupture sur un gros anévrisme aussi qui touchait l'arche. Donc on a utilisé la prothèse dont je vous parle. Vous voyez, il y a une branche ici pour la reperfusion. C'est-à-dire que la canule aortique de la circulation extracorporelle peut être insérée ici afin de permettre une perfusion systémique pendant qu'on va anastomoser chaque branche à chaque tronc supraortique. Voilà, ça donne ça quand c'est terminé. Ici, on a la branche vers le TABC, celle vers la carotide. Et là, on avait en fait laissé la sous-clavière
je dirais au niveau de l'anastomose, on n'a pas eu besoin de la ponter. Encore un arche totale avec un peu moins de succès celui-là. Donc c'est une dissection aortique qui partait de la racine, vous voyez, et qui touchait l'arche avec un anévrisme de l'arche qui était proche de 6 cm. Donc il a bénéficié aussi de cette prothèse. Voilà la reconstruction. On voit qu'ici il y a toujours des tissus disséqués parce qu'on n'a pas pu descendre, c'était tellement blindé ici plus bas et traiter l'anévrisme qui était au niveau de l'isthme. Donc lui a fait un accident hémorragique cérébral post-opératoire. Il vient de sortir, mais il n'est pas très frais. L'autre possibilité, c'est de faire un hémi-arche et de faire un rebranching. Légèrement plus simple, on dira. Alors ça dépend dans quel cas on va l'appliquer. Ça, c'était un patient qui était rentré aussi à l'Institut en 2011. C'était un Marfan. Il avait une dissection aortique. Il était arrivé, il était en choc parce qu'il est sur tamponnade. Donc il a pu avoir un Bentall. Donc on voit ici la valve, ici l'ostium coronaire. Vous voyez, on avait fait un hémi-arche. Alors je n'avais pas changé l'arche complet parce que ça faisait déjà long comme chirurgie. Que l'arche était très déroulée au fond du thorax, donc on avait opté plutôt pour un rebranching du TABC en faisant un hémi-arche. Donc ici on a le départ de la carotide. En fait elle n'est pas bouchée, c'est juste qu'elle ça n'a pas pris le contraste sur le feuillet. Voilà, ce que vous voyez ici, donc c'est le pontage de rebranching au niveau du TABC. Alors le Frozen Elephant Trunk, ça on l'a pas encore fait ici, mais on a un ou deux patients en attente. On l'a en tout cas pas fait en urgence, mais c'est quelque part la nouvelle mode. Alors il faut se méfier des modes, parce que c'est quand même pas une technique très simple, hein, mais en tout cas elle a le mérite de traiter de façon assez extensive toutes les lésions. C'est surtout pour les ports d'entrée qui sont dans la aorte descendante, du moins au niveau de l'isthme. Donc c'est tiré d'une technique qu'on appelait l'elephant trunk, c'est-à-dire pour traiter les anévrismes. Ça permettait de traiter l'aorte ascendante, l'arche, et vous voyez, on faisait partir un bout de prothèse dans l'anévrisme. Et donc la deuxième étape était de traiter en endovasculaire par une endoprothèse, et on pouvait larguer l'endoprothèse directement dans le tube qu'on avait laissé flotter dans l'anévrisme. Alors ça s'appelait donc le Total Arch plus Elephant Trunk. Et de nos jours, on peut arriver à faire tout ça en une étape, surtout. Alors il y a certains, notamment un chirurgien à Montpellier, qui toutes les dissections sont traitées comme ça. Mais bon, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Le fait est, c'est quand on a une porte d'entrée au niveau de l'isthme, qu'on a une malperfusion viscérale, eh bien on peut bien imaginer qu'en traitant et en décomprimant le vrai chenal, qui est comprimé par le faux chenal, on arrive à faire une thérapie assez utile. Donc il y a deux types de prothèses, celle où on fait un îlot, celle où il y a déjà la branche, mais les deux sont équipées d'une endoprothèse qui sont larguées donc en paire opératoire, aorte ouverte et en arrêt donc circulatoire. Bon, ensuite, les hématomes intramuraux, je ne vais pas rebondir sur ce qui a été dit depuis tout à l'heure, c'est juste un cas de l'Institut toujours. Alors, je pense que Pierre Meyer va en parler tout à l'heure. C'est une dame qui s'était présentée, 70 ans, hypertension artérielle, syndrome aortique aigu. Vous voyez, il y a un hématome intramural assez prononcé, là, à plus de 15 mm ici, sur l'aorte descendante. Et sur l'aorte ascendante, c'était inférieur à 11 mm. Bon, alors, on est inférieur aux critères habituels, on dira, de dangerosité, mais théoriquement, on aurait dû l'opérer de son aorte ascendante. Ceci dit, on en avait discuté à ce moment-là avec Michel Tapia, et puis on tournait, on virait. On a bien fait de prendre notre temps, puisque ce qui s'est passé peu de temps après, c'est ça. Donc en fait, il y a une rupture qu'on a suspecté être de l'aorte descendante, donc sur un vrai hématome intramural, rupture. Donc vous voyez que c'est tout aussi dangereux, voire plus dangereux qu'une dissection aortique. Et donc elle a pu bénéficier avec Laurent Drogoul et Pierre Meyer d'une endoprothèse, oui, moi j'étais aussi, bref, d'une endoprothèse. Et elle a bien évolué. On va passer sur les recommandations, parce qu'il y a beaucoup de diapos. Ça, je voulais vous le montrer, c'est pour l'ulcère pénétrant, c'est assez intéressant. C'est un ulcère pénétrant qui a été opéré à Toulouse, au niveau de l'arche. Donc, ça, c'est assez rare à voir, finalement. Vous voyez ce que c'est qu'un ulcère pénétrant une fois que ça a été réséqué. Voilà. On va passer au cas difficile, on va dire. Que faire? Alors, principalement, doit-on opérer les patients qui arrivent suite souvent une syncope, qui arrive avec des signes neurologiques graves, que ce soit un coma ou que ce soit une atteinte type hémiplégique.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une contre-indication formelle à l'intervention. S'ils sont opérés relativement tôt, il y a beaucoup de cas qui ont été décrits de récupération, surtout dans les 5 heures. Alors, ça peut être soit dû à une compression d'une carotide par le faux chenal. Je dirais à ce moment-là, on a de bonnes chances de le récupérer. Si ça a thrombosé entre-temps, évidemment, si c'est dû à des problèmes emboliques, c'est plus la même histoire. Mais on a un cas ici à l'Institut. Donc c'est en 2012, 59 ans, c'est un policier d'Antibes, mais on a quand même opéré. Donc il est arrivé avec une hémiplégie droite, un épisode de syncope, un Glasgow à 9. Il n'avait aucun flux dans la carotide gauche. C'était Alain Newby, je crois qu'il avait fait l'échographie en urgence. Donc vous voyez, il y avait un faux chenal, là on se demande où il est. Enfin un vrai chenal, on se demande où il est. Des atteintes spiroïdes un peu partout. Enfin bon, ça engageait mal. On l'a quand même opéré. On lui a fait une double cannulation carotidienne. On lui a changé l'hémiarche en arrêt circulatoire. On a essayé d'aspirer dans la carotide. En fait, il n'y avait pratiquement rien qui venait. On pensait que ça allait mal se passer. Vous voyez comme quoi on ne maîtrise pas grand-chose. C'est qu'il a tout récupéré. Il a tout récupéré, mais en 2014, on le suit. Comme on avait fait une chirurgie, on va dire, où on avait quand même laissé beaucoup de tissus anormaux, bien, il s'est passé ce qui se passe souvent dans ces dissections, ce dont on disait en introduction, c'est qu'il a commencé à dilater, notamment son aorte descendante et son isthme. Donc là, vous voyez, c'est assez conséquent. Et ce patient va devoir être pris en charge à nouveau pour traiter son arche et son aorte descendante. Donc lui, il pourrait bénéficier, mettons, d'un frozen elephant trunk, là, avec la prothèse dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, sur les coupes longitudinales, vous voyez, on a l'hémiarche qui a été changé jusque-là, et puis juste après, tout ce que vous voyez ici, là, c'est du faux chenal. On a le vrai chenal là, tout ça c'est du faux chenal. Donc tout ça c'est du thrombus aussi et du faux chenal. Ou du moins, comme c'est pas le même temps, c'est un faux chenal qui est partiellement thrombosé, mais qui n'est pas là perfusé. Sur les autres coupes, on voit qu'il continue de perfuser, d'où la dilatation secondaire. Alors les autres cas difficiles, ce sont les patients qui arrivent en grande fragilité avec un âge canonique. Alors, faut-il les opérer ou pas? Enfin, tout dépend un peu de l'état général du patient. Il y a des séries qui sont catastrophiques, notamment en termes de récupération cognitive, et d'autres qui sont moins péjoratives. Enfin, en tout cas, face à ça, donc c'est une publication de l'Institut, donc je la montre. On a montré les wrappings, c'est-à-dire que les wrappings, ça permet de faire une chirurgie sans CEC plus rapide. On fait un bandage autour de l'aorte. L'hypothèse, selon la loi de Laplace, pour faire un peu scientifique, là on cherchait ça, mais c'est de maintenir, je dirais, et de diminuer les forces tensionnelles et donc d'éviter ou de diminuer le risque de rupture. Bon. Donc on a fait ça chez 6 patients qui avaient de grandes comorbidités, qui étaient très âgés et qui n'avaient pas de fuite aortique sévère, ni de malperfusion. Donc c'est assez rare à trouver, mais on en a trouvé 6. Sur ces 6, au long terme, on voit que c'était pas si mal finalement, parce que les 6 ont survécu, même s'il y en a un qui a dû passer 3 ou 4 mois en réanimation. Un est mort de lymphome, 2 de démence et d'altération de l'état général 2 et 3 ans après. Un de traumatisme, il était tombé dans ses escaliers, il est mort quasiment 4 ans après. L'autre d'insuffisance rénale 4 ans après. Et il y en a un qui était toujours en vie, alors ça j'avais rappelé, ça fait 2 ans. Donc il est toujours vivant 7 ans après. Et les résultats n'étaient pas si mauvais puisqu'on partait de ça et à la fin on avait une stabilité des diamètres aortiques. On va passer avec une réapplication du faux chenal souvent, voire chez 2 patients on a même eu une thrombose totale du faux chenal. Bon, donc je crois que Michel en a fait une il n'y a pas longtemps, de wrapping. Hein? Il a vécu? Bon, voilà. Donc ça peut se faire, mais c'est pas dans les recommandations. L'autre cas, c'est ce type de cas. Alors là, on est sur la classe 3, c'est-à-dire que on a une dissection très localisée. Alors c'est une dame qui est rentrée aussi à l'Institut, donc on avait ça, vous voyez, qui ressemble un peu à ça. C'était pas réellement un ulcère pénétrant, mais quand on regarde un peu mieux le scanner, on commençait à avoir peur un petit peu. Donc là, on s'est dit, on était, je crois, avec Arnaud ce jour-là, que faire? Bon, on a suspecté une rupture. Ce qui fait qu'on a engagé les cannulations fémorales avant d'ouvrir le sternum. Alors ce serait bien que je vous montre ce que ça donne en fait, ce qu'est une rupture de l'aorte. Donc, heureusement on avait cannulé avant, en fémoral.
On s'attendait à ce que ça se passe mal, on n'avait même pas mis de sonde urinaire. Et vous allez voir juste à l'ouverture du péricarde pourquoi les gens meurent. Donc là, on est en train d'ouvrir le péricarde. Voilà. Donc évidemment, si on n'a pas fait les cannulations avant, là, c'est trop tard. Et l'autre film, ça va vous montrer ce qu'il y a dans un faux chenal. C'est la même patiente. Donc là, on est dans l'aorte. Hein. Donc vous voyez tout ce thrombus qu'on retire là, c'est dans le faux chenal. Hein, donc on peut comprendre en plus que ces patients-là font des cires monstrueux après les interventions. Pour certains, il y a probablement tout un tas de déclenchements de facteurs inflammatoires. Bon, il y a un autre cas qui peut faire partie des classements de type 6. Donc ça, on l'avait présenté un congrès d'aorte. On va peut-être passer rapidement, peut-être vous montrer ce que ça peut donner une fistule. Bon, précédemment, c'était une fistule suite à un Bentall avec une menace de rupture en fait sur un faux anévrisme. Il n'était pas opérable. Donc là, vous voyez la fistule cutanée ici. Et en fait, c'est Hervé Rousseau à Toulouse là. Qui a vidé tout le stock de neurochirurgie en mettant des coils partout. Voilà, c'était un de mes patients, là, je n'étais pas très fier. La fistule cutanée, ça se traduit comme ça, hein, en presternal, on se retrouve avec ce type d'excroissance. Et là, en général, ça va mal parce que se rajoute évidemment un problème infectieux. Ce cas-là, c'était une rupture, vous voyez, de l'arche, en fait, dans l'œsophage. Alors ça aussi, c'est assez catastrophique. Et elle a eu plutôt de la chance. En fait, on a largué, elle était en exsanguination avec Hervé Rousseau, première endoprothèse. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait en fait une vertébrale dominante de ce côté-là, donc on a vite monté au bloc pour lui faire le pontage carotido-sous-clavier. Suite à ça, vu que j'avais laissé un peu d'artère ici, ben, on a suspecté qu'elle a fait un AVC en fait, du tronc cérébral, dont elle a totalement récupéré, mais Hervé Rousseau y est allé lui mettre quelques coils aussi au niveau du truc. Bon bref, au total, écoutez, elle a survécu, c'était assez miraculeux parce que mais elle est restée très longtemps à l'hôpital. Donc, il y avait 10 cas de fistule, principalement c'était des cas à Toulouse. Il faut savoir que voilà, là on a vraiment besoin d'une prise en charge hybride et multidisciplinaire. Il y en a 3 qui ont eu des circulations extracorporelles, 5 qui ont eu des stents. Donc la patiente dont on vient de parler, qui a une chirurgie de transposition carotide axillaire, puis stent, puis coil, et puis l'autre patient qui a eu que des coils percutanés et transfémoraux. En fait, il était passé à travers la fistule cutanée et ensuite par la fémorale pour combler ça. Donc lui, il n'a pas vécu très longtemps, évidemment, mais bon, ce sont des techniques parfois qui sont juste des techniques compassionnelles. On va peut-être passer rapidement sur les types B parce qu'on en a parlé. Faut savoir que la chirurgie devient de plus en plus rare parce que grâce aux endoprothèses, aux techniques endovasculaires, heureusement on peut s'en passer. Je dis heureusement parce qu'à part dans les centres, je dirais, texans, il y a peu de monde qui donne des résultats dignes de ce nom. Alors il y a un ou deux centres en France, il y en a aux Pays-Bas qui sont vraiment des ultra référents. Mais globalement, vu que c'est une chirurgie qu'on ne pratique quasiment plus, la protection d'organes est extrêmement complexe dans ce cas-là. La protection viscérale, voilà, ça peut être diabolique, ça nécessite d'en faire régulièrement pour avoir des bons résultats. Donc on va passer rapidement. Voilà, ça c'est un cas, on n'avait pas eu le choix, on avait dû l'opérer, c'était à Québec. Là, en fait, l'aorte est ouverte. Ce que vous voyez là, c'est l'intima, et ça c'est la rupture intimale dans l'aorte descendante. Et ici, vous voyez à nouveau du thrombus avec l'adventice autour. Bon, donc c'est une thoracophénolaporotomie, c'est très lourd. Et il faut vraiment que des chirurgiens entraînés pour faire ça. Hein. Donc à la fin, on est dans ce type de confort. On a changé l'aorte de l'isthme jusqu'à l'aorte viscérale, parfois réimplanté toutes les artères viscérales, donc ce qui est le cas ici. Vous voyez, ça fait quand même un beau parcours de prothèse. Rapidement, les traumatismes, on va passer rapidement. Alors ça, c'est une dame de 38 ans qui avait une fracture teardrop, que vous voyez ici.
Et cette fracture était venue vraiment basculer vers l'avant et comprimer l'aorte. Donc vous voyez ici, l'aorte est là. Et donc le mur fractureur qui est venu comprimer et léser l'aorte. Au départ, on partait sur une petite lésion intimale. Et en fait, je vais vous montrer ce qu'on a trouvé pendant la procédure de stenting par graft. Il y avait... Oui, avec l'accent québécois. Non, on voit un thrombus mobile. Bon, les guides étaient déjà en place, donc il a été décidé de larguer la prothèse. Ça aussi, c'est pas forcément recommandé. On va voir rapidement le stent venir écraser là. On va mettre là. Voilà le thrombus, hop, le stent l'écrase. Voilà, comme c'est pas fréquent comme image, c'est assez intéressant à voir. En conclusion, on va passer rapidement. On avait revu à Toulouse 300 patients qui avaient eu des dissections aortiques opérées. Pour vous dire qu'en fait, c'est jamais terminé avec cette maladie-là. C'est-à-dire que même si on a fait une primo-intervention où le patient a survécu, il y en a un certain nombre qui vont ensuite développer des complications. Donc sur ces 300, il y en avait près de 14% qui ont été réopérés. Donc comme vous le voyez, il y en a même un qui a eu 5 interventions. Là, ça commence à faire lourd. Donc au total, 45 réopérations. C'est bon à savoir. Elles étaient soit pour une progression de la maladie dans 17 cas, soit des problèmes d'anastomose dans 12 cas. Une évolution au niveau de la prothèse principalement, ça c'est... je ne sais plus ce que c'était au niveau de la prothèse. Ah oui, c'était les fistules. Ensuite, une évolution valvulaire principalement sur la valve aortique en termes d'insuffisance, 10 cas réopérés et 2 BAV. Donc ça a fini souvent comme ça chez ces patients-là, c'est-à-dire des tubes partout. Alors, heureusement maintenant il y a l'endovasculaire. Donc conclusion, quand on croit avoir eu la peau de l'ours dans une dissection, en fait c'est rarement le cas. Voilà, merci.